Face à la crise due à la deuxième guerre du Congo, les Congolais ont décidé de se retrouver pour parler, déposer les armes en vue de protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale pour résoudre la crise. Cette résolution de la crise, a plongé le pays à la Troisième République avec une constitution qui devrait résoudre le problème de mode d'accession au pouvoir et organiser la vie nationale. 25 ans plus tard, voilà que le pays traverse la même crise, très ressemblante. Aujourd'hui, tout le monde parle de dialogue. Tout le monde veut qu'on revienne à la table des négociations. Cependant, la crise est la même et les acteurs sont surtout les mêmes. Les questions se posent. Doit-on dialoguer? Si oui, autour de quel sujet exactement? Est-ce que c'est une question des limites de la Troisième République ou c'est une question simplement des limites des acteurs de cette Troisième République qui dure depuis presque 30 ans? Mesdames, Messieurs, merci de votre confiance et bienvenue à ce tout nouveau numéro de votre hebdo, l'info du week-end qui est présenté par votre serviteur Elie Mondonga, que vous devez retrouver sur Kongomani Télévision. Cette émission, comme je l'ai dit, c'est une petite échappée où on se retrouve pour réfléchir autour de la République. Alors, je ne suis jamais seul pour la faire. 3 invités aujourd'hui avec qui on va réfléchir, répondre à des questions majeures que j'ai posées autour de la sécurité, autour de la constitution, du dialogue, et à la fin on prendra tout petit peu la question économique. Dan Chibangu est avec moi, il est politologue, enseignant à l'université, assistant et étudiant en troisième, en troisième cycle. J'ai aussi Guillaume, qui est un confrère journaliste, rédacteur en chef de bossolotélévision.cd, qui va participer également à ces débats. Et à gauche, j'ai Maître Rick, qui est juriste et avocat de profession. Alors Maître, je commence avec vous pour la première question. On commence avec la sécurité tout petit peu. On a suivi récemment, je n'ai pas envie de parler vraiment de la mort des individus, je respecte les âmes des uns et des autres et que la mort reste une fatalité, mais cet incident-là traduit aujourd'hui le retour des hostilités. Ça veut dire que l'armée congolaise a pris l'option militaire. Est-ce que vous croyez qu'on va y aller, on peut y aller jusqu'au bout, ou c'est une stratégie pour le pouvoir de gagner du temps? Bon, déjà, lorsque vous dites qu'on évite de parler de la personne, on ne va pas se réjouir, mais lorsqu'on s'engage dans un mouvement militaire, on connaît les conséquences. C'est comme ça que je disais que c'est une fatalité. Donc, je ne me réjouis de la mort de personne, mais ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas de la plaisanterie. Effectivement. On parle du destin de la RDC. Lorsque vous prenez les armes, nous aussi de notre côté, la République, nous avons des militaires qui ont perdu la vie. Bien sûr. Donc, ça c'est de 1. De 2, bon, je ne suis pas sûr que c'est une question qui va empêcher l'avènement du dialogue. De ce que je comprends, c'est une question dans laquelle le chef de l'État s'est déjà engagé. C'est une question sur laquelle tous nos partenaires nous ont conviés de faire. Je pense qu'à ce stade, l'Église catholique, l'Union africaine, Doha, les Américains que nous sommes allés chercher en dernier recours, nos alliés, même nos alliés sur le sol, vous avez des Sud-Africains qui ont donné leur vie aussi sur notre sol. Ils nous appellent, ils nous demandent d'aller dans le dialogue. Alors, on n'a pas peut-être les détails sur l'opération concrètement. À ce stade, je ne suis pas sûr que le ministère de la Défense ait communiqué et donné des détails sur l'opération. C'est vrai qu'il y avait un cessez-le-feu, mais c'était un peu un cessez-le-feu de polichinelle. Parce que oui, là, la question se pose parce qu'en face, les autres disent ils sont respectueux de cessez-le-feu, ils se sont retirés d'Ouvira au nom de la bonne volonté pour les discussions. Mais là, c'est l'armée qui... Non, je comprends, mais ça reste une guerre. Ouais. Là, c'est parce qu'il y a une figure importante de leur mouvement qui est parti. Mais rappelez-vous, il y a des fois où nous aussi, notre gouvernement dit que mais, il y a le cessez-le-feu, mais ils ont avancé, ou ils ont pris telle position. Donc, pour moi, ça reste de bonne guerre. Tant que aucun des deux partis ne dit ouvertement ne plus être engagé vers le processus du dialogue, là, c'est une autre discussion. Je ne dirais pas que la mort de ce monsieur est un détail,
Mais je n'ai pas l'impression que c'est une question qui va nous empêcher d'aller au dialogue. Guillaume, quelle est votre réaction d'abord? Et je rajoute une question. On a vu quand même les forces armées de la République perdre quelques batailles et soudainement, il y a comme un retour à la force. D'abord, de quoi est-il le nom? Est-ce qu'on a des nouveaux alliés sur terrain? Les M23 disaient tantôt avoir bombardé l'arsenal aérien, le centre à Kisangani. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a des nouveaux mercenaires qui sont sur place, des nouveaux formateurs? On a d'autres alliés? Et puis vous réagissez à ce que Maître Eric disait tout à l'heure. Bon, déjà, je tiens à dire ce qui suit, cher Eddy, qu'avant, vous êtes sans ignorer que le Congolais s'indignait par l'attitude que manifestaient les forces armées, parce qu'on dirait que les forces armées ne jouaient pas à l'attaque, mais plutôt ils ne faisaient que ce qu'on appelle, ils jouaient à la défensive, entre guillemets. Et on communiquait beaucoup. Et après, c'était une armée qui ne faisait que communiquer tout en se plaignant des attaques ou soit de l'attitude de l'ennemi. Mais aujourd'hui, ces chamboulements ne peuvent pas étonner. Ça veut tout simplement dire qu'il y a maintenant un engagement parce que le pays, le président de la République, qui s'inscrit dans la logique de pouvoir, n'est-ce pas, restaurer l'autorité de l'État, d'où, au-delà des efforts diplomatiques qui sont salutaires, il faudrait que sur terrain, que l'on ait plutôt, que l'on observe aussi, n'est-ce pas, l'abnégation, la détermination de l'armée. Pourquoi se battre au même moment pour mettre les dialogues? Au même moment, on est en train de se battre. Est-ce que ce n'est pas mettre côte à côte les deux procédés? Non, mais attention. Il y a un principe, je pense, en relations internationales. Ces principes n'excluent pas le fait que quand vous êtes engagé dans un processus du dialogue et que vous arrêtiez, n'est-ce pas, à vous battre sur terrain. C'est-à-dire, d'un côté, il y a les discussions qui continuent, qui sont, n'est-ce pas, en musique, et de l'autre côté, il y a le rapport de force. Parce que c'est le rapport de force qui détermine aussi la position que chacune de parties pourra prendre au dialogue ou soit aux discussions amorcées. Parce que déjà, vous le savez, les discussions qu'il y a entre le gouvernement de Kinshasa et l'AFC M23 au niveau de Doha, donc ces discussions se poursuivent. Et bien qu'à un certain moment, il y a eu un arrêt, mais sur terrain, il faudrait que les forces armées démontrent que elles ont, n'est-ce pas, le rôle de défendre l'intégrité territoriale. Parce que si, par exemple, aujourd'hui, les forces armées se mettaient dans la logique de croiser le bras, donc l'ennemi va continuer, n'est-ce pas, à avancer. Et il sera beaucoup plus fort. Et puis, voilà. Donc, lorsque l'ennemi ne fait qu'avancer, sur terrain, c'est-à-dire dans le cadre des hostilités, donc, et aussi sur la table des discussions, l'ennemi sera très exigeant. Parce que ça, c'est un élément de taille qu'il faudrait, n'est-ce pas, préciser là-dessus. Mais je reviens, parce que ici, Maître était en train de parler de la mort. Voilà, aujourd'hui, il est à retenir que la mort de Willy Ngoma, qui n'est pas, d'ailleurs, il n'est pas mort seul, il y a plusieurs personnes, il y a des sources qui disent 9 donc voilà, il y a plusieurs personnes qui ont été, n'est-ce pas, victimes de ces bombardements. Donc, aujourd'hui, vous verrez, à moins que vous me disiez le contraire, que l'AFC, qui, à un certain moment, je pense qu'il y a une semaine passée, qui a procédé à une série de communiqués. L'AFC a fait près de 3-4 communiqués dénonçant l'attitude des forces armées qui n'observaient pas le cessez-le-feu. C'était pour la première fois de voir l'AFC procéder à cette attitude-là. Cette dénonciation. Donc, voilà. Et ce qui renvoie à dire que sur terrain, la donne a changé. Ça, c'est un fait. Il faut saluer. Mais je reviens. Depuis que l'AFC M23 est victime de ce qui est arrivé, les bombardements dans la localité de Roubaya. On n'a pas vu ni un communiqué allant dans le sens de s'en prendre
à ce qui est arrivé, on s'interroge maintenant sur ces silences. Parce que c'est un silence suspect. Qu'est-ce qui fait que l'AFC n'a pas réagi jusque-là? À moins que vous me disiez, peut-être que vous avez une information. Donc jusque-là... Jusque-là, l'armée non plus n'a pas revendiqué l'attaque. Exactement. Pourquoi l'armée? Parce que je tiens à préciser, vous le soulevez, c'est très important de le dire. L'armée ne peut pas communiquer là-dessus dès lors que, ou du moment que l'armée s'est dit s'inscrire dans la logique de cesser le fait demandé par le président angolais qui, au stade où nous en sommes, a été désigné par l'Union africaine comme étant le facilitateur, je pense. Qui a d'ailleurs initié les rencontres avec... exactement. Donc, d'un côté, le FARDC ne peuvent pas communiquer pour revendiquer, n'est-ce pas, cet acte. Mais il est sans ignorer que les Ouazalendo ont eu à porter, n'est-ce pas, cette responsabilité pour dire que ce sont eux qui sont à la base de ces bombardements. Donc, je chute pour dire que, en quelque sorte, il y a aujourd'hui quoi saluer du moment où l'acte posé par l'armée et le reconquête, parce qu'il faut le dire, hein, depuis une semaine aujourd'hui, le FARDC ne cesse de reconquérir certains villages et certaines localités qui étaient sous l'emprise ou sous le contrôle de la FM23. Donc aujourd'hui, cette abnégation, cet engagement des FARDC démontre à suffisance la volonté du gouvernement de pouvoir, n'est-ce pas, récupérer les zones occupées et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Merci. Donc voilà en quelque sorte. Merci beaucoup, cher Guy. Dan Chibangu, puisqu'on est en train de parler de processus de paix, on n'est pas encore dans le dialogue, hein, parce qu'il faut faire les distinguos entre les pourparlers des Doha et les dialogues politiques qui pourra peut-être arriver grâce à la médiation angolaise. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, comme le disait un peu Guy, l'offensive militaire de la part de la RDC rentre dans la stratégie de dire il faut gagner plus de terrain pour que nous ne soyons pas suffisamment faibles sous la table des négociations? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quelle est votre lecture sur ces retours en force? Est-ce qu'il y a eu de nouveaux partenaires sur le terrain? On dit les formateurs israéliens, on parle de la milice contrôlée ou financée par les Américains. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, merci Elie pour votre question. Parlez un peu vers le micro. Merci Elie pour votre question et votre invitation. Bon, personne ici, en tout cas je le crois, n'est dans le secret des dieux. On peut qu'émettre des hypothèses, observer la situation, les dynamiques à l'œuvre et dresser des perspectives. Moi, ce que je observe de la situation, c'est qu'en géopolitique, le timing n'est jamais un hasard, n'est jamais fortuit. Là, on assiste à deux événements majeurs, le décès du porte-parole de l'AFC M23, Willy Ngoma, et la reprise des offensives sur au moins 3 lignes de front. Je me suis posé quelques questions, j'ai fait mes devoirs avant de venir en cette émission, et j'observe que les circonstances et les conditions dans lesquelles l'attaque sur les officiers, dont Willy Ngoma, nécessitait ou supposait un haut niveau de précision technologique. Nécessitait aussi une capacité de coordination au niveau des frappes. Et de renseignements. Et de renseignements opérationnels que jusqu'ici, on n'avait pas encore observé sur le théâtre des opérations militaires. Du côté des FARDC, du coup. Et donc, est-ce que, c'est la question que je me pose, j'aimais encore l'hypothèse, est-ce que la RDC dispose de ces réseaux satellitaires et de ciblage aussi précis qui pourraient lui permettre de réaliser ce type d'opération? Je pose la question. Si oui, sinon. Sinon, dans le contexte actuel, à la suite du cadre de coopération économique signé avec les États-Unis, la RDC n'a-t-elle pas bénéficié d'un appui extérieur pour avoir ce niveau de renseignement et ce niveau de précision technologique dans la frappe qui a été menée? Et ça appelle encore d'autres questions, surtout dans le cadre de la reprise des hostilités sur les différentes lignes de front.
si la RDC, dans le cadre du soutien, en tout cas dans le cadre de la coopération économique et du soutien diplomatique dont elle bénéficie de la part des grandes puissances, notamment les États-Unis d'Amérique, si elle a décidé de prendre cette décision souveraine, donc d'attaquer, est-ce que ce n'est pas avec l'appui ou le soutien de ces mêmes puissances-là qui l'aident, l'accompagnent, la financent, et même sur le plan opérationnel, stratégique, on l'a vu d'ailleurs en Ukraine. L'an dernier, je crois, lorsque le président Trump est arrivé en fonction, non, l'an dernier, c'était il y a quelques mois, je crois, la date me reviendra, lorsqu'il a décidé de suspendre la fourniture de renseignements à l'armée ukrainienne pendant quelques semaines, qu'il a complètement aveuglé sur le plan opérationnel. Ça a été dramatique pour l'Ukraine, qui a même perdu ses possessions ou ses conquêtes au niveau du nord de l'Ukraine, donc la région de Koursk. Ça a été dramatique. Donc je me pose la question de savoir si la RDC a ses capacités satellitaires pour mener un renseignement aussi précis, ou si elle ne bénéficie pas d'un soutien. Et si elle bénéficie d'un soutien extérieur. Ce serait pour quels intérêts, par exemple? C'est encore d'autres hypothèses que j'aimais ici. Est-ce que ce n'est pas un signal de certaines puissances qui s'agaceraient de forces négatives, qui souhaiteraient maintenir le statu quo? C'est aussi, je le crois, comme notre ami l'a précisé, que le durcissement de la position militaire en chef de l'armée nationale, la FARDC, est aussi, et d'ailleurs le président l'a rappelé à de multiples reprises, que le dialogue oui, mais pas négocier en position de faiblesse. Et pas avec n'importe qui. C'est un principe d'ailleurs, c'est un principe... Mais s'il prend cette décision dans le contexte d'un accord économique global avec les États-Unis, c'est que cette décision a été prise en concertation avec ceux qui nous soutiennent militairement et qui veulent amener leurs capitaux ici. Est-ce qu'il n'y a pas un agacement, même beaucoup plus, une profonde irritation de ces puissances-là à l'encontre de nos voisins qui sont des agents déstabilisateurs par rapport aux intérêts économiques qu'ils veulent implémenter ici en RDC? Donc c'est tout un cadre de réflexion là que je pose, je n'ai pas de réponse, ou plutôt j'en ai dans la logique même de la réflexion. Mais allez-y, on est là pour ça. Mais oui, bien sûr, mais si vous voulez ma réponse, il est clair que la décision donc, de la réactivation de l'offensive des FARDC contre les forces négatives, qui moi sont parfaitement légitimes, c'est une décision souveraine de l'État congolais, a bénéficié du soutien de ses partenaires extérieurs, qui veulent envoyer aussi un message. Maître Eric, est-ce que vous avez la même lecture? Vous pensez que c'est les premières retombées de nos rapprochements avec les Américains? La question se pose. Ouais. C'est une réflexion pertinente. Surtout que l'avantage technique dont on vient de bénéficier est évident. On sent que ça change la donne. Ouais. La question se pose d'autant plus que oui, tu veux négocier en termes de rapport de force. Oui. Mais qui s'arrête pendant qu'il gagne? C'est une autre question. Lorsqu'on dit qu'on va t'aider, on va dans son hypothèse. Disons que les puissances disent on va t'aider à rééquilibrer les choses ou à mieux négocier en avançant tes pions. Mais la question militaire, c'est jusqu'où va-t-on? Est-ce que l'objectif c'est d'obtenir oui, le cantonnement des M23, le retrait total? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il faut différencier le processus de Doha et le dialogue. Et le dialogue, effectivement. Il peut y avoir un dialogue intercongolais avec une menace AFCM 23 qui n'est plus sur la table. C'est aussi une hypothèse. C'est une possibilité. Ouais. C'est une possibilité. Ouais. Puisque, comme je l'ai dit, à ce stade, je pense que la nouvelle de la mort de Willy Ngoma est encore récente. Ouais. Personne n'a encore, en tout cas de notre côté, communiqué exactement sur qu'est-ce qui s'est passé, quelle opération on a menée. Ça veut dire que soit on est toujours dans un processus en cours. Et évidemment, lorsqu'on mène des opérations militaires, le secret est de mise. Bien sûr. Alors, si vous avez obtenu un résultat
que, avec tout le respect que j'ai pour notre armée, qu'on n'a pas depuis les 200 jours de Boudangana. Parce que la genèse du mal, c'est Boudangana. Effectivement. Donc depuis Boudangana, on n'a pas, en tout cas... On n'avait pas ces résultats-là. On n'a pas ces résultats-là. Avec telle précision. Voilà. En tout cas, nous, le peuple, de ce qui nous est communiqué, on ne fait que perdre. D'ailleurs, récemment, on nous a menacé que non, on va arriver à Kalemi. Et Kalemi, si Kalemi tombe, c'est le Katara. Si le Katara tombe, l'économie de la RDC est boiteuse. Hein. Et puis ensuite, il y a un ministre qui est passé pour dire le retrait des M23, c'était au nom de la pression américaine. Justement, ils disent que c'est parce qu'il y a eu un coup de fil. Regardez déjà l'humiliation. Donc on ne sait pas se battre. Donc on vous dit déjà que non, c'est un caprice. Donc si on veut, on claque les dents, on va arriver là-bas. Je reviens maintenant à la question. Moi, je pose la question aussi. Pourquoi on s'arrêterait là? On n'est pas dans le secret des dieux, comme Dan l'a dit. Quelle serait notre stratégie? Moi, personnellement, je pense que plus tard, on va parler de la question du dialogue. Moi, je suis favorable au dialogue. Je pense qu'il y a un contexte, il y a des questions qui demandent à ce que tous les Congolais se réunissent. Mais je pense qu'on ne peut pas se permettre le luxe de normaliser la traîtrise dans la République. Moi, je fais partie de ceux qui avaient une position militaire et stratégique radicale déjà dès Goma. Toi, tu disais qu'il fallait une guerre ouverte. Je ne suis pas dans les secrets des opérations militaires. Je suis sûr que ceux qui sont en charge de nos opérations sont plus avertis, plus aguerris, plus sages que moi. Mais moi, je sais que nous sommes... quand on parle d'un problème, il faut regarder dans sa globalité. Le temps, l'espace, l'histoire, l'avenir aussi. L'histoire comparée aussi. Nous sommes une jeune république, nous sommes un jeune pays. Rien que les concepts comme les États-nations, à l'échelle de l'humanité, c'est des concepts nouveaux. Les États n'existent que depuis quoi, 15e siècle avec le traité de Westphalie. Effectivement. Sans l'éducation nationale, tu n'ancres pas ça dans l'esprit de la population. C'est pour ça que la création des États fait aussi que les États sont obligés d'éduquer toute une population. Ce n'était pas le cas, historiquement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, si on est dans un processus où on doit créer cette narration nationale, c'est ça qui va nous rendre forts. Il y a des événements qui ne sont pas contrôlés. Donc, il nous faut des victoires. Il y a aussi des constructions politiques. Je vous donne un exemple qui peut être radical, mais pour moi qui est un bon exemple. Dan connaît mieux l'histoire européenne que moi. À l'époque de ce qu'on appelle les guerres napoléoniennes. Napoléon, qu'est-ce qu'il fait? Après la deuxième, troisième guerre, il décide d'aller à Moscou. Il lève une armée d'environ 600 000 hommes. À l'époque, il n'y a pas de drone, hein? C'est les Amakolo et les chevaux. C'est des combats au sol. Donc, ils vont de la France, ils marchent juste pour arriver à Moscou. Qu'est-ce que les Russes font? Dans chaque village, lorsque plus vous vous éloignez, plus votre distance à parcourir est longue, plus votre armée est longue, plus vous étirez la ligne de ravitaillement. Effectivement. Donc, ça devient vital de se ravitailler Nzela. Mais plus les Français arrivent, les Russes ne peuvent pas faire face militairement. Ils brûlent chaque village. Pour qu'il y ait plus ravitaillement. Ils brûlent chaque village. Les Français, sans se battre, les Russes, mais ils brûlent leur village. Une grande partie de l'armée de Napoléon meurt en train de route. Nanzela. Espoir Nabango Ezawapi. Leur espoir est où? On va arriver à Moscou. C'est Moscou, c'est la capitale. Moscou. Donc on aura toutes les ressources. Oui, et puis Moscou à cette époque-là, il y a Mozart, il y a c'est une grande capitale. L'élite russe à cette époque-là, tout le monde parle français. Hein. Donc c'est pas rien. C'est pas une petite ville. Alors tout le monde se dit que dès qu'on va arriver à Moscou, l'empereur brûle Moscou. Historiquement, c'est comme si nous on brûlait Kinshasa. Pour ne pas permettre à l'ennemi de... Quel radicalisme! Il quitte toute une ville. Il brûle Moscou. Napoléon est rentré à pied, même trajet. Il a perdu près de 450 000 hommes.
juste sur la route. Affamés. Les Français n'ont plus jamais tenté d'envahir la Russie. Plus jamais. C'est ce que je dis. La construction de la RDC, parfois, selon moi, avec le respect, je n'ai pas certains détails de ce qui se passe, notamment je suis simple avocat, on aurait dû avoir des positions beaucoup plus dures dès le départ. Dès le départ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je rejoins l'analyse mais j'ajoute une question. Si on est capable de prendre la tête et qu'on a un avantage technologique aujourd'hui, pourquoi s'y arrêter? Pourquoi on va s'arrêter là? C'est ma question. Pourquoi on devrait s'arrêter là? Ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est que la peur a changé de camp. Ouais. C'est devenu réel. On a vu des opportunistes politiques. Il a esprit à COP et Jérémy, on est des Quinois. Nous tous, nous avons un esprit à COP. La Kinshasa, nous tous. Donc, esprit à COP et Jérémy, on a vu un très proche collaborateur du chef de l'État. Je pense qu'il était chargé de mission, quelque chose comme ça. Il a, comment on dit en politique, il a roqué. Il a translaté. Oui, il a translaté. Mais quelle souffrance lui il avait ici pour devenir rebelle. Il a assumé sa posture. Vous avez même dernièrement, je ne sais pas si c'est confirmé, on a à la va-vite. Mais Willingham était porte-parole. Aujourd'hui, toutes les personnes à qui on demande de prendre ce poste, personne ne veut prendre le poste. On sait que Daniel Safou. Personne ne veut prendre le poste. La peur a changé de corps. Merci, maître Eric. Donc pour moi, pourquoi on va s'arrêter là? On devrait continuer. Alors, Guy, je pose une question de transition, ça va nous ramener directement vers la question de dialogue. Si on prend l'hypothèse de maître Eric et qu'on a l'avantage aujourd'hui sur terrain, on a l'avantage du combat, surtout au niveau aérien, et si on ne peut pas s'arrêter là, mais quelle sera l'importance du dialogue alors? Va-t-on dialoguer autour de quoi exactement? Bon, s'il y a une crise politique ou on est juste dans une crise sécuritaire? Et puis déjà, je pense que ta question me plonge déjà sur le sujet et entrer avec le dialogue. Hein, et bien que tu n'as pas voulu le dire, mais en comprenant déjà, tu m'as plongé dedans. Je m'en vais dire ce qui suit, cher Eli. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis de ceux qui disent ce qui suit. Que déjà, à la base, le dialogue, au-delà de l'aspect sécuritaire, c'est-à-dire au-delà de la question ayant trait avec la situation sécuritaire, le dialogue devait aussi s'ancrer sur la justice sociale. La justice sociale. Exactement. Donc c'est de ça qu'il s'agira. Moi je pense qu'aujourd'hui... La justice sociale, vous parlez de quoi? Les conditions sociales de vie? Je pense qu'au lendemain de l'accession à l'indépendance, l'homme politique congolais n'a jamais travaillé pour l'intérêt du peuple congolais. Vous êtes d'accord avec moi? Et personne ici ne pourra me dire le contraire. Et vous savez, quand on est au pouvoir, la plupart d'hommes politiques, ils se mettent dans la peau de s'enrichir et de faire enrichir le sien. Voyez-vous? Donc on fait travailler la République pour soi-même. Exactement, exactement. C'est-à-dire, on ne met pas au centre de l'action la problématique liée au social des Congolais, c'est-à-dire à la vie des Congolais. Mais ils ne vont pas changer, cher Guy. Il ne faut pas être naïf. Voilà. C'est le même qui peut. C'est ainsi que je te dis. S'ils se mettent ensemble, ils ne vont pas changer. Tu as posé la question de savoir, est-ce que la crise, elle est sécuritaire? Est-ce que la crise, elle est politique? Je commence par te dire, en amont, que la crise qui s'avère sécuritaire, elle est alimentée par un pays voisin. Donc le problème, il est exogène, d'abord sur le plan sécuritaire. Mais maintenant, quand nous revenons sur le plan endogène, le problème est lié plutôt à la justice sociale, c'est-à-dire aux reproches qu'on est en train de faire au régime en place, ou soit à tout le régime qui se sont succédés. Parce qu'on vous dit, avec Mobutu, on reprocherait les détournements, la mauvaise gestion, l'enrichissement illicite. Vous venez avec le peuple a accueilli, vous venez avec Kabila le père, c'est le même discours. Vous venez avec Kabila le fils, c'est le même discours. Aujourd'hui, vous avez Tshisekedi, on vous parle de la gestion opaque et les discours restent le même. Mais maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que le Congolais, à côté, voilà pourquoi, lorsqu'on va se mettre autour d'une table
pour se parler, il y a d'abord la question sécuritaire qu'il faut mettre au premier plan pour en discuter, parce qu'aujourd'hui, il fera près de 3 décennies que la partie orientale est secouée par une insécurité qui ne dit pas son nom. Parce qu'aujourd'hui, si vous posez la question, pourquoi les gens à Goma meurent, pourquoi les gens dans la partie orientale meurent, donc la réponse, personne ne pourra te la donner avec exactitude. Parce que nous savons que derrière cette guerre ou derrière ces hostilités, il y a des gens qui s'enrichissent. Voyez-vous, il y a des pays qui en profitent. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, ces pays-là utilisent qui? Ces pays-là utilisent des Congolais. Quel type de Congolais? Les Congolais qui sont frustrés. Je prends un titre d'exemple. Vous avez Nanga, et qui l'a dit ouvertement au cours d'une interview. Il vous dit, moi je suis victime du régime de Kinshasa qui m'a ravi mon carré, je ne sais pas moi, minier. Mais est-ce que vous pensez que la question se résume à ça? Non, je reviens. Ça, ce n'est qu'un exemple. Ça, ce n'est qu'un exemple. Mais à côté de ça, il y a plusieurs Congolais qui s'inscrivent dans la même logique. Et maintenant, l'ennemi, parce que je vous ai bien dit ici que la crise sécuritaire serait exogène. Et maintenant, le pays qui convoite nos ressources pour pouvoir s'alimenter et donner le sens à ce dont ils ont besoin d'exécuter comme étant plan machiavélique, ils utilisent qui? Ils utilisent les dignes fils du pays. Qui sont frustrés. Voilà. Ils le prennent, ils font donc appel, il faut parler. Il faut parler pour notamment discuter de ces frustrations, d'abord, du mode de gestion. D'abord, les Congolais devaient se parler pour se dire qu'est-ce qui nous divise. Mais ça fait 30 ans qu'ils gèrent. Voilà. Ça fait 30 ans. Qu'est-ce qui nous divise? Ils auraient pu se parler dans les institutions, je ne sais pas écoutez, moi. Qu'est-ce qui nous Ils se sont parlé en 2001. Mais est-ce que ça a toujours été des discussions sincères? Parce que le problème, ça, c'est ce niveau-là. On discute. Mais pourquoi ils deviendraient sincères du jour au lendemain? Non, mais il est maintenant question, voilà pourquoi je te dis, que je suis de ceux qui sont favorables pour la tenue du dialogue. Mais ça doit être un dialogue sincère. Ce n'est pas un dialogue où les gens viennent pour se partager le gâteau. Parce que tous ces dialogues qui se sont succédés dans notre pays, c'est le dialogue qui réunit les gens parce qu'à la fin, chacun doit se retrouver dans le pouvoir, avoir un poste, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, il faudrait que l'on ait un dialogue qui va tabler sur la question liée à la survie des Congolais, au social des Congolais, à l'économie du pays, au développement du pays. Comment mettre de côté nos différends? Qu'est-ce qui nous divise? Parce que la cohésion nationale devait être au centre. Les Congolais devaient parler le même langage. Voyez-vous? C'est en parlant le même langage que le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, je ne sais pas moi, ne sauront plus encore faire appel à Maître Dan, qui est à mes côtés, pour l'utiliser comme étant... Ce n'est qu'un exemple. Donc, ce n'est qu'un exemple. Voilà, je prends ça comme ça. Donc, aujourd'hui, cher Maître Dan Régnier, c'est pour... C'est important. C'est important. Donc, moi, je me dis que la question sécuritaire devait être mise sur la table pour pouvoir éradiquer ces problèmes une fois pour toutes. Parce que nous ne sommes pas au premier dialogue. Bien sûr. Le pays a connu des dialogues. Mais surtout que ces dialogues nous ont amenés où? Surtout que la crise actuelle, je reviens à toi, Dan, ressemble quand même énormément à la deuxième guerre du Congo, comme je le disais, à ce qu'on a vécu de 98 en 2001. Si on doit prendre l'hypothèse de Guy tout à l'heure, est-ce qu'il y a une nécessité de dialogue aujourd'hui? Si, par exemple, on arrivait à recouvrer l'intégrité territoriale et à imposer l'autorité de l'État par la voie militaire, pour quelles raisons va-t-on encore discuter? Est-ce que vous pensez qu'on est dans une crise politique au-delà d'une crise sécuritaire? Bon, sur cette question-là du dialogue, qui considère comme étant la panacée, résout tous les problèmes de la RDC, je crois d'abord que le problème, il est mal posé. Pour ou contre le dialogue, ça n'a pas de sens. D'autant plus que dans une démocratie en République, le dialogue est permanent. Et le dialogue s'effectue à travers les institutions. L'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales, les médias, la presse écrite, la presse audiovisuelle,
au sein de la société civile, les colloques et autres. Tout le monde est libre de s'exprimer sur la gouvernance. Le dialogue est permanent. Pourquoi faudrait-il un cadre extraordinaire? C'est la question. C'est ça la question, en fait. Certains voudraient ce cadre extraordinaire pour le macaron, le pins, et pour le per diem. Bon, on veut tous du per diem. Mais la question qu'on pose actuellement, c'est ce que j'entends, hein, les uns et les autres, le dialogue. Bon, de quoi va-t-on parler? On va parler des causes profondes. Mais causes profondes de quoi? De la question sécuritaire. Bon, très bien. Mais la question sécuritaire ne va pas se gérer ou se régler à partir du dialogue. La question sécuritaire se gère d'abord au niveau international, à travers les traités, les accords qui ont été signés, et le dialogue entre les différents groupes armés. Non, mais moi, c'est pas au terme, le jour qui va suivre le dialogue. On aura abordé, oui, depuis Mobutu, il y a eu un problème de gestion. Pour te relancer, Dan, la question, c'est pas la question sécuritaire. C'est la question de la gouvernance. Non, c'est pas la question, oui, la gouvernance, mais surtout la question du mode d'accession au pouvoir, parce que ça va faire 4 cycles électoraux que nous y allons mais déjà, il faut comprendre une chose. C'est que les opposants sont légitimes d'être opposants. Oui. Ils n'ont pas à être d'accord avec le pouvoir. Au lendemain du dialogue, les opposants ne vont pas se dire, bon, maintenant qu'on a dialogué et qu'on s'est mis d'accord avec le pouvoir, bon, nous, on abandonne notre statut d'opposant. Ils resteront opposants après le dialogue et continueront à contester la manière dont le pouvoir dirige et gère le pays. Mais pas la manière dont les gens arrivent au pouvoir, parce que c'est là la question des élections. Ben, effectivement. Voilà. Là on y va toujours des revendications. Parce que pour moi, la question du dialogue... Ceux qui prennent les armes, ceux qui prennent les armes ont le même maître mot, c'est que le pouvoir est soit illégitime, soit dictatorial. Ça n'a rien à voir. La question de ceux qui prennent les armes, ça n'a rien à voir avec Félix Tshisekedi, ça n'a rien à voir avec Kabila. Le problème de la guerre à l'Est, c'est une guerre de prédation, soutenue par les voisins, c'est uniquement ça. Et les causes profondes du pays, c'est l'effondrement de l'État congolais. Et qui ne date pas du président Félix Tshisekedi qui est au pouvoir actuellement, qui date depuis 20, 30, 40 ans. On se souvient tous de 97, Félix Tshisekedi n'était pas au pouvoir. L'effondrement de l'État ne date pas d'aujourd'hui. C'est ça la cause profonde. Donc les deux causes, une guerre de prédation pour nos ressources et l'effondrement de l'État congolais. Mais 2001 devrait résoudre ce problème-là. 2001 a résolu partiellement le problème qui a suivi la période de transition, etc. Mais, on a eu les élections ensuite. Mais n'a pas résolu le problème. Le dialogue de Sen-Sisi n'a pas résolu le problème. Le dialogue de la Senko n'a pas résolu le problème. Pourquoi? Parce qu'on ne répond pas à la bonne question. Le dialogue est un cadre de concertation nationale dans lequel les différentes forces vives de la nation s'expriment. Mais il n'est pas dit qu'au lendemain, on va tous se mettre d'accord, il n'y aura plus d'opposition, plus de majorité, il n'y a plus rien. D'autant que, étant entendu, et je le maintiens, le dialogue est permanent dans une démocratie. Pourquoi faudrait-il un cadre extraordinaire? Pourquoi faudrait-il un macaron et des per diem? Il y a les institutions qui sont là pour ça, pour le dialogue. C'est le cadre dédié. L'Assemblée nationale, Sénat, toutes les assemblées que l'on connaît, et les médias. Et c'est ça votre rôle aussi. Et je voulais juste chuter en disant que le dialogue, oui, mais pourquoi faire? D'autant plus qu'il peut y avoir un dialogue. Mais il peut y avoir un dialogue si on pose les bons mots et qu'on définisse l'objet de ce dialogue et de cette discussion. La question de la gouvernance et sécuritaire ne sera pas résolue à travers un dialogue national. Mais bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. À une très courte perspective, il y aura des motifs sérieux pour qu'un dialogue national soit organisé. Je m'arrête là. Maître, oui, allez-y, réagissez. Moi, c'est peut-être là où je vais diverger avec Dan. Diverger avec Dan et Guy. Moi, je pense que Corneille Nangaa n'est pas n'importe qui. Lorsqu'il y a un incendie, les pompiers ne viennent pas, ils éteignent seulement le feu et puis ils partent. On éteint l'incendie, après on fait une enquête. D'où vient le feu? Est-ce que c'est un incendie volontaire? Est-ce que c'est involontaire? Est-ce qu'il y a des responsabilités? Résoudre un problème, il faut le voir dans sa globalité, dans son ensemble. Corneille Nangaa, mais c'est lui qui a proclamé la victoire de l'actuel président de la République. Tout à fait. C'est pas n'importe qui.
Il a été témoin du régime. C'est lui qui a compté. Ouais. C'est lui qui a organisé. On lui a donné ce crédit-là. Puisque l'opposition est permanente, comme on dit. Les opposants ont validé son processus. Ont participé démocratiquement à ce processus. Ils ont reconnu que ce qu'il dit est bon et valable. Effectivement. Avant ça, l'élection de 2011. 2011, oui. Mais il était aussi dans la direction de la CENI. De la CENI. Oui. C'est un expert. Oui. Mais pourquoi il n'est pas devenu rebelle en 2011 Pourquoi il n'est pas devenu rebelle en 2016 Les frustrations, comme le disait. Justement, je ne justifie pas, mais on doit analyser. Mon point est que le mal est plus profond que ce qu'on nous dit. Aujourd'hui, l'ancien chef d'État, Joseph Kabila, qui, oui, il fait honte à beaucoup, lui aussi, il est devenu rebelle. Mais il a donné le pouvoir pacifiquement. Mais c'est le premier allié politique de notre chef de l'État. Ils ont eu un accord de gouvernance. Le FCC est où maintenant? Dans l'opposition. Aujourd'hui, une bonne partie à l'Union sacrée d'ailleurs. Hein. Mais juridiquement, on sait que la question de l'Union sacrée, elle est trouble. Ouais. Mais on est devenu l'Union sacrée comment? Mais le chef de l'État a appelé un dialogue. C'était pratiquement un dialogue. Quelle est cette procédure qui a prévu l'Union sacrée? Puisqu'on a des résultats, on a des forces, on a une opposition, c'était déjà carré. Le chef de l'État a dit, l'heure est grave. Que ce qui veut être avec moi, il faut un sursaut national. Effectivement. Donc, quelque part, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, faisons fi du résultat électoral et mettons-nous ensemble. C'est un appel à la nation. C'est un dialogue. Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui justifiait ça? C'est que lui, il a posé un diagnostic. Mais pourquoi les autres ne peuvent pas poser des diagnostics? Comment l'ancien chef d'État, aujourd'hui, il est rebelle? Comment l'un des opposants principaux de la République, Moïse Katumbi, est en exil? Si vous regardez les élections du deuxième tour, dans l'espace Katanga, sociologiquement, le grand espace du Katanga, il est à plus de 77% des voix. De tout cet espace-là. C'est le leader incontesté. Bien sûr. Mais pourquoi il ne peut plus entrer dans son pays? On n'est pas en train de parler de la frustration d'un enfant. Denis Mukwege, il est l'un de nos meilleurs citoyens depuis que ce pays est pays. Il appelle au dialogue. C'est un radical. Qui dans ce pays a plus lutté que l'Église catholique? Depuis Léopold II. Qui peut se lever ici et dire qu'ils ont eu plus lutté plus que personne? Mais maître, et aussi ils appellent au dialogue. J'entends ce que vous dites, mais est-ce que cette méthode-là, cette façon-là de faire ne rend pas l'État faible face, par exemple, à la trahison que vous évoquiez tout à l'heure, parce que vous étiez dans une posture un peu radicale pour dire il ne faut pas laisser prospérer justement, la trahison. Toutes ces questions, et les questions sociales aussi, vont être posées. Moi, je suis d'accord quand on dit que la question sécuritaire, elle est exogène. Mais ça veut dire que dès le départ, on a mal analysé la question rwandaise. Effectivement. L'un des premiers chefs d'État, à la nomination de notre chef d'État actuel, être venu ici en RDC, c'est Paul Kagame. Qui a donné même le crédit. Qui a donné le crédit. Le chef de l'État dit que c'est pas un ami, c'est un frère. Un ami, on le choisit, un frère, on ne le choisit pas. La stratégie, si on doit suivre les dires du conseiller privé du chef de l'État, M. Bissele, dans l'interview de la Foka, il dit, on avait une stratégie, il dit, ce sont ces mots, hein, nous avons établi une stratégie, approcher le Rwanda, c'est une stratégie qui se défend. Approcher le Rwanda, faisons la paix. On ne peut pas leur reprocher de vouloir la paix. Oui, moi je ne dis pas que c'était une mauvaise stratégie. Effectivement. On dit que non, bon, nous on a les ressources, eux ils ont les carnets d'adresse. Entre parenthèses, quel carnet d'adresse les Rwandais a que nous on ne connaît pas dans le monde? Je pose la question comme Dachibo dit, je pose la question, je dépose ça là, quel carnet d'adresse? Mais ils n'ont pas compris que pour eux, ce régime-là qui est à l'est de notre pays, la question de l'est est une question civilisationnelle. Existentielle. C'est pas des gens en réalité qui cherchent avoir les minerais, tout ça. Tu vas lui donner toutes les mines que tu veux. Il te fera la guerre. Il te fera la guerre. En effet, je suis d'accord. C'est des gens qui pensent que historiquement, cet espace, un grand espace de notre République leur revient de droit.
Jusqu'à ce que Paul Kagame ait été le dire. Ils invoquent, on revient toujours aux États-nations. Une hypothèse qui est déjà mauvaise, qui n'est pas vraie. Oui, qui est mauvaise. Qui n'est pas vraie. On se battra jusqu'à la mort. Mais il faut comprendre son ennemi. D'où je dis qu'il y avait un mauvais diagnostic. Lorsqu'on parle du dialogue, la question électorale, regardez le nombre de recours qu'il y a après chaque cycle. Mais cette fois-ci, la CENI elle-même, d'ailleurs, a mis de côté les gens au nom de la tricherie. Il y a tellement de recours. Regardez, bon, avant qu'il y ait le recours, regardez le nombre de partis politiques qu'il y a. Le nombre de candidats. Il y a, je ne sais pas, 500 ou 1000 partis politiques. Actuellement, 1000 quelque chose. Il y a combien d'idées différentes? C'est des questions en tant que population. Tous ils sont de la social-démocratie. Moi, je ne considère pas que... Mais maître, je vous pose une question. Oui. Je suis d'accord avec les diagnostics que vous posez, avec le constat que vous posez, mais qui devra dialoguer? Parce que le même ont été en 2001. C'est ma question principale. Le même ont été en 2001. Ils ont failli dans leur analyse de la question sécuritaire et dans leur analyse de la question de la justice sociale. Ils ont même failli dans leur analyse de la question démocratique. Parce que vous décriez tout à l'heure cet multipartisme à outrance. Mais les mêmes, ils sont là. Aujourd'hui, les acteurs principaux dans cette crise sont les mêmes qu'en 2001, qu'en 1998. Est-ce qu'ils ont encore le crédit d'aller s'asseoir et nous, on espérait que quelque chose de bon en sortira? Mais les peuples méritent leurs dirigeants. Ce sont nos leaders. Ouais. Le dialogue, comme on dit, il doit être permanent. Dans les institutions. Oui, non, mais même dans la vie politique. Moi, je ne trouve pas que c'est inutile. Surtout que, mais on parle de... On aime trop critiquer 2001. Mais ça aboutit quoi? Ça aboutit à la Constitution, non? Bien sûr. Ça aboutit aux institutions qui nous ont donné notre première passation de pouvoir pacifique. Bien sûr. Et 4 cycles électoraux déjà. Aujourd'hui, le pouvoir du chef de l'État est assis par quoi? La proclamation de la CENI, prévue dans la Constitution, par la proclamation de la Cour constitutionnelle, prévue par la Constitution. Aujourd'hui, la prise en considération dans le gouvernement, dans les instances politiques de l'équilibre tribal, hein, autour de la mosaïque des ethnies et des tribus. Mais c'est la Constitution qui prévoit ça. Bien sûr. Dire qu'aujourd'hui, c'est un des outils majeurs qui nous permet d'avancer aujourd'hui. Moi, je ne trouve pas que c'est mauvais qu'on fasse un ultime dialogue, puisqu'on est quand même à la croisée des chemins. Pour moi, le dialogue n'est pas un élément qui va nous empêcher d'avoir l'élection en 2028. Ah ouais. Parce ça, que c'est un détail. Je trouve que on a déjà dépassé cette question-là. Il faut absolument les élections en 2028, dialogue ou pas? Non, il y a élection. Pourquoi il n'y aura pas élection? Ah bon? Peut-être que... L'UDPS dit le contraire. Hein. L'UDPS, je ne sais pas, c'est qu'il dit ces paroles d'évangile. Quand vous dites l'UDPS, le chef de l'État dit ça? Non, pas encore, mais... Si le chef de l'État dit, on pourra faire d'autres analyses. Mais à ce que je sache... Les hauts cadres et des professeurs, on parle... C'est les mêmes professeurs, comme vous dites là, les profs là qui appellent qu'on change la Constitution. Et même ils étaient là au dialogue. Ils étaient profs déjà en 2001, non? Oui. Ils trouvaient... Mais il a participé à ça. Lui-même, il veut changer. Non, ça c'est déjà qui cherche, comme il dit, les pines, mon cher. Moi, je ne pense qu'on peut discuter. Ça n'empêchera... Je ne vois pas quel argument peut nous avancer pour qu'il n'y ait pas un changement de pouvoir pacifique. Le chef de l'État, on l'a fait confiance. Comme on a eu des rébellions, on a eu tout ça, mais il a été réélu. Il fait son temps, on va changer de chef de l'État. Politiquement, c'est pas un problème. Guillaume, est-ce que vous pensez que dialogue ou pas, il faut impérativement qu'on ait les élections en 2028 parce que c'est un acquis quand même démocratique dont on jouit depuis quasiment plus de 20 ans? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que vous pensez que c'est la Constitution qui a échoué et que le dialogue qui arrive doit prendre en compte aussi la question du changement de la Constitution? En tout cas... Franchement, mais déjà, j'ai... Le dialogue commence aujourd'hui. J'ai dit au maître que, à mon humble avis, d'après ma compréhension et ma lecture des choses, je ne vois pas les choses de la même façon que le maître sur la question et entrer avec les élections. Les élections en 2028 deviennent hypothétiques. Pourquoi? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait plutôt pas qu'on se vale la face. Hein? Il faut se dire les choses normalement. On n'en parle pas. Parce que pour penser élection, il faut penser
au processus qui va nous conduire vers ces élections. Donc le financement de la CENI, je reviens. la nomination des animateurs. Il faut déjà penser au fichier électoral. Récupérer Goma et Kivu. S'il vous plaît, il faut penser au fichier électoral. Oui. Il faut penser au budget qu'il faut allouer. L'Assemblée nationale n'en parle pas jusque-là, ce n'est pas un débat. Et au sein de l'opinion politique, on n'en parle pas. Même le gouvernement ne communique pas là-dessus. Exactement. Au sein de la CENI, les choses ne sont pas encore vues, n'est-ce pas, dans cet angle-là. Mais on n'est pas encore dans le calendrier. Vous communiquez sur quoi? Non, s'il vous plaît, c'est s'il vous plaît, c'est évident. Il y a 2 ans. S'il vous plaît. Maître, on est à quelle hauteur de on doit vous rappeler des évidences. Il y aura élection dans 2 ans. Maître, s'il vous plaît. Il y aura élection dans 2 ans. Maître, vous savez, je ne vous apprends rien. Je pense qu'autour de cette table, j'ai salué la pertinence de tout un chacun. Parce qu'en tout cas, on ne sait pas, les téléspectateurs. C'est un débat de qualité. Ils savent, n'est-ce pas, tirer... Excusez-moi de vous avoir interrompu. Ah ouais, non, c'est pas grave, maître, c'est normal, c'est la beauté même du débat. C'est très évident. Donc les élections sont hypothétiques. Hypothétiques, je le dis. Et déjà, on pense à la question des élections juste après la prestation de serment du président de la République. Parce qu'il faut déjà penser aux moyens qu'il faut allouer. Chaque année, je crois que la loi prévoit la loi prévoit chaque année, il y a un montant fixé. Et jusqu'à maintenant, je vous dis que rien ne va dans ce sens-là. Mais ça, c'est pas la faute de Corneille Nangaa. Non, mais écoutez, non, c'est pour vous dire quoi? C'est la faute de pour vous dire au sein, et je vous dis, je ne vous apprends rien. En politique, il y a ce qu'on appelle le ballon de C. Et vous verrez que la majorité, ou soit l'union sacrée, ne cesse de jouer autour de ces jeux-là. La communication va dans le sens de dire, si dialogue, oui, alors il n'y aura pas élection. Et qu'il faut penser... Il y en a même qui vont loin, je vous relance, il y en a même qui vont loin pour dire, tant que le Nord et le Sud Kivu ne sont pas libérés par les forces de la République, il n'y a pas possibilité de faire l'élection. On ignore même qu'il y a une jurisprudence, permettez-moi, je suis en face d'un juriste, il y a une jurisprudence qu'il faut prendre en compte parce que nous avons... Beni n'a pas voté. Effectivement, Beni n'a pas voté, mais il y a eu élection. Mais maintenant, on a changé de président. Voilà. Non, je vous dis, mais pourquoi le dire? On ne le dit pas parce qu'ils doivent se faire plaisir. Ils le disent parce qu'ils ont une carte à jouer. Alors, moi, je pose une question. Si je vais dans ton hypothèse pour dire qu'aujourd'hui, la question sécuritaire devient une carte à jouer, ça veut dire que pour le gouvernement, il n'y a aucune nécessité de récupérer les zones occupées avant 2028, si ça peut permettre qu'on ait un glissement. Et bon, c'est une question que je pose aussi. C'est un procès d'intention. S'il vous plaît. Donc tu suis c'est grave. Oui, une chose en est que ne m'amène pas dans un terrain glissant. Déjà, je ne suis pas dans le secret de Dieu ici. Voilà. Seulement que le régime en place peut jouer, peut se saisir de cette réalité pour glisser. Pour faire un calcul politique. Et il y a, vous le savez... Mais le régime, c'est qui? Moi, je voudrais compléter ta réflexion. Politiquement, l'union sacrée, c'est une union d'intérêt. Bien sûr. Intérêt national, mais d'intérêt d'intérêt politique. Qui a intérêt? Oui, on veut... Parce que l'ambition de tout parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. C'est la conquête du pouvoir. Ouais. Tout homme a le droit de son ambition et le cadre que la loi nous a donné pour assouvir ses ambitions, c'est comme Dan disait, si vous voulez discuter, il y a des cadres pour ça. Ouais. Le cadre, tout le monde veut accomplir son destin. Aujourd'hui, c'est les élections. On ne doit pas être gêné de dire quelqu'un, je donne un exemple, par exemple, un Seth Kikouni ou un Vital Kamerhe, oui, il peut dire que non. Jean-Pierre Bemba. Oui, Jean-Pierre Bemba, bon candidat selon moi. Jean-Pierre Bemba peut dire que, ben oui. Jean-Pierre est reproché dans beaucoup de choses. Non, ça c'est vos considérations. On n'est pas dans ça, on n'est pas dans ça. Avant ça, puisqu'on est en train de chuter. La République, c'est aussi de dire que non, moi je pense que j'ai un destin national. Oui. Que j'ai servi. Je veux accéder à ça. Mais pour quel intérêt les leaders de l'Union sacrée, c'est une question politique, quel intérêt les leaders de l'Union sacrée ont de voir l'UDPS faire un troisième mandat?
Surtout que l'accord cash existe. Hein. Normalement, donc l'accord cash, c'est... Vous faites, je ne sais plus si c'était un mandat ou 2 mandats. Mais à l'époque, c'était un mandat. Après, doivent voter. C'est un accord qui n'est plus... Donc, je pose la question, je pose la question de la fin. Je pose la question de la fin, puisqu'il nous reste 5 minutes. Dan, est-ce que vous pensez aujourd'hui que une prétention de la part de l'UDPS de faire un 3e mandat serait à nouveau une source de crise? Parce que, comme le disait Maître Eric, quel leader de l'Union sacrée a intérêt de laisser l'UDPS prendre un 3e mandat? Ça aussi, ça pourrait être une source de crise. Toute ambition est légitime. Hein. On ne peut pas reprocher à des militants de vouloir que... notamment l'ambition d'un 3e mandat. Je parle des militants, dites l'UDPS. Militants d'un parti. C'est parfaitement légitime de vouloir... ce sont des citoyens. La révision de la Constitution n'est pas encore un crime, à ce que je sache. Donc, ils souhaitent la prolongation du mandat du pouvoir, du parti qui sont au pouvoir. Pour moi, c'est parfaitement légitime. Maintenant, c'est la question de l'opportunité. C'est la question de l'avantage, risque, coût politique, le risque d'une fracturation de la Mais la Constitution interdit de toucher certains articles. Oui, mais rien n'interdit. Comme des 120. Mais rien n'interdit le déverrouillage de l'article déverrouillé. D'ailleurs, c'est l'article 220 qui verrouille certaines matières, au nombre de 4. C'est l'article 220. Mais rien n'empêche qu'on puisse déverrouiller cet article. Juridiquement, sans prendre l'analyse juridique, l'article verrouillé peut être déverrouillé. En effet. Rien ne l'empêche. Mais dois-tu avoir une raison? Ce serait irresponsable. Mais oui, après on parle de la question de l'opportunité politique. Tu vois, on parle des causes pour lesquelles les gens deviennent des rebelles. Seulement, déverrouiller. Une chose en est que cela ne devrait pas être fait parce que je précise que je ne suis pas de l'UDPS. Je reste juste sur ton idée. C'est seulement que cela ne devrait pas être fait parce que déjà, il faut comprendre que tous ces gens qui chantent au changement, moi je ne suis pas contre le changement de la Constitution. Mais l'opportunité... Parce que je te dis que notre Constitution, à ce qui me concerne, devrait être soumise à une modification parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut en tout cas revoir. Parce que cette constitution devait être adaptée, je chute d'ailleurs, devait être adaptée à la réalité congolaise. Vous avez beaucoup de questions au sein de notre constitution qui aujourd'hui ne corroborent pas avec la réalité. Il faut un débat de 5 heures du temps. Oui, ça fera l'objet de notre prochaine émission quand même. Si vous nous invitez pour en parler, on est prêt à aborder sur cette question très cruciale à mon humble avis. Je suis d'accord. Pour terminer mon propos, c'était de dire que je suis ni pour ni contre le dialogue. La question, c'est savoir quel est l'objet du dialogue. Je pense que... je posais la question, est-ce que la Constitution peut faire objet? Bien sûr, on peut mettre ça sur la table. C'est dans un cadre de concertation, on voit sur quel sujet on peut s'entendre. D'autant plus que sur la question même du dialogue, je pense qu'un dialogue stratégique sur la question préélectorale, là, a du sens. Pas sur les questions de gouvernance, sur les questions de sécurité, qui ne sont pas réglées sur la question préélectorale, donc la question de 2028. Parce que certains disent, oui, mais l'organisation d'un référendum est impossible du fait de la perte de Goma et de Bukavu et de... Oui, très bien. Alors, si on ne peut pas organiser de référendum, comment peut-on organiser les élections? Il faut qu'on en discute. Référendum pourquoi? Référendum pour la modification, la révision. C'était un débat qui avait été posé avant la prise de Goma. Vous voulez absolument qu'on modifie la Constitution? Moi, je ne comprends pas. Mais c'est toujours pareil avec les opposants. Ce sont les premiers qui demandent la révision, qui, lorsqu'elle est mise en débat, refusent la révision. Mais discutons non pas de la question de la révision, mais de ce qu'on peut et on doit réviser. C'est quand même pas... Une Constitution n'est pas un texte parfait. C'est le contenu qui compte. Rentrons dans le débat de ce qu'on peut réviser. Mais de manière dépassionnée, chaque citoyen est libre d'apporter son point de vue. Ensuite, c'est le suffrage du peuple congolais qui tranchera la question de l'opportunité, comme vous le disiez. Ça veut dire qu'au bout d'un deuxième mandat, quand cette question-là est évoquée, l'intention prêtée est toujours celle de... On doit faire attention au référendum en RDC, parce que on a quand même... je dois être élégant en disant ça. La démocratie, certaines questions demandent quand même d'être bien informé et d'être formé. On a aussi, il ne faut pas l'oublier, un certain taux d'illettrisme et d'analphabétisation en RDC. Il ne faut pas faire des choses comme si on était en France. Il y a des questions, il faut aussi être responsable. Quand on pose certaines questions,
Dan l'a dit dès le départ, la politique c'est aussi le temps et les opportunités. On a deux provinces qui sont entre les mains des rebelles. On a des gens qui se sentent tellement frustrés, qui en plus sont des civils, qui se sentent tellement frustrés qu'ils prennent. Mais faut se poser la question, mais ça vient d'où? Et puis on se lève encore, bon, on va modifier la Constitution. Quel signal ça enverrait? L'UDPS, les militants de l'UDPS ont le droit de concourir à un 3e mandat, mais pas la personne du président actuel Félix Antoine Tshisekedi. Oui. L'UDPS peut faire un 3e, c'est prévu, donc ils peuvent se battre politiquement. Avoir un candidat, mais pas Félix Tshisekedi. Défendre leur mandat, mais pas Félix Tshisekedi. Ils ont des leaders, ils ont des membres du gouvernement qui défendent leur mandat, qu'on fasse de la politique. Qu'on fasse de la politique, et c'est là que moi je trouve que le dialogue est important. Que nous sommes une jeune démocratie. Il faut pas oublier que quand même il y a des accusations graves. Je ne suis pas porteur des accusations qu'on est dans le rapport. Il y a des accusations graves sur l'élection présidentielle. Sur la légitimité. C'est des questions on doit parler. Moi je pense que la République gagnerait à ce que la prochaine élection, si elle a lieu en 2028 ou 2029 ou 2030 pour des raisons techniques, oui, voilà, il y a des questions, je peux comprendre. Les financements. Oui, je peux comprendre ces questions-là. Les efforts de guerre. Mais la prochaine élection doit être la plus transparente et crédible possible. C'est une question d'État à ce stade-là. Surtout pour permettre à la nouvelle génération qui monte aussi en politique de participer. Moi, personnellement, je ne crois plus trop aux jeunes. Ok. Oui, voilà, donc... la RDC a toujours donné la chance aux jeunes. Mobutu avec quel âge? Lumumba avec quel âge? Donc on n'est pas Kabila avec quel âge? 29 ans. Alors, on n'est pas un pays qui ne donne pas la chance aux jeunes. C'est une illusion. La jeunesse, c'est une illusion. Mais regardez les leaders qui ont apporté. Mais en Chine, Deng Xiaoping, il apporte la révolution économique. Mais il a quel âge? C'est un vieux daron. Alors, c'est pas une question de dernière réaction. On va prendre Guy pour la dernière réaction et on finit par là. Oui, la dernière réaction. En fonction de ce que votre a dit. Oui, bon, on est déjà dans une condition, dans une situation sécuritaire de frustration. Bon, sur la question de l'opportunité, en effet. Bon, sur la question de l'opportunité, le problème avec cette notion, c'est que chacun voit midi à sa porte. Pour ceux qui sont au pouvoir, ils trouveront que l'opportunité est réelle de pouvoir poser la question à la population, et pour ceux qui sont dans l'opposition, considéreront l'inverse. C'est une notion, l'opportunité, une notion fluctuante, et s'adapte finalement aux intérêts de chacun. Donc permettez-moi de me réserver, en apportant une réponse définitive sur l'inopportunité ou l'opportunité de prendre telle ou telle décision à ce stade-ci. Mais si on arrive en 2028 et qu'il y a finalement... il y aura une discussion... Il n'y a pas d'élection. En réalité, c'est parce que pour éviter tourner en rond, en réalité, il y aura un dialogue. Il y aura un dialogue. Avant 2028. Avant 2028, il y aura un dialogue. Le président de la République a déjà affirmé qu'il y aura un dialogue. Il y aura un dialogue. Maintenant, c'est à lui de juger le moment où le dialogue, parce qu'il faut aussi voir l'évolution sur le terrain, l'évolution de la situation sécuritaire. Il y a l'évolution aussi des différents accords au niveau de l'international. Il y a une situation qui doit être stabilisée. Donc, lui est seul à même de prendre cette décision, de convoquer, forme d'états généraux, une grande messe où chacun viendra exposer ses vues sur la situation du pays. Donc le dialogue, il y aura. Moi, mon problème, c'est lequel? C'est que je suis ni pour ni contre. Je serai contre si l'objet du débat n'apportera aucune solution pérenne à la... On a fait les concertations nationales en 2014. Mais comment avec 100 mesures à mettre en œuvre pour... En 2000, concertation nationale bien en 2014. Sûr, en 2014, oui. Avec les 100 mesures, avec Obaminaku, Kengo, chacun est venu exprimer. D'ailleurs, le parti de Kengo est rentré au gouvernement. On a vu Thomas Louaka, qui était du MLC, rentrer au gouvernement. Les opposants sont rentrés. Et pour quel résultat au final? Mais comment on va résoudre ce problème? La question de la gouvernance, le problème de la gouvernance ne sera pas réglé. C'est dû à la jeunesse de l'État, comme le dit Maître Eric, mais le problème à la formation, à l'offre politique, à la compétence des acteurs? Le problème de la gouvernance ne sera pas réglé à l'occasion d'un dialogue extraordinaire. Le problème de la gouvernance sera réglé à travers le dialogue permanent qui doit exister dans les institutions. Mais ce n'est pas au terme d'une messe qui va durer 2 ou 3 semaines que, allez, on a résolu tous les problèmes. D'ailleurs, nous, on abandonne notre statut d'opposant. C'est permanent, tous les jours, à travers des
activités, une pression citoyenne, à travers même de la part du régime des mesures de renforcement de notre appareil judiciaire. Bon, c'est à ce niveau-là que les problèmes de gouvernance seront réglés, pas à travers un dialogue. Guy Youma, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le dialogue est un miroitage? C'est une forme d'illusion de solution, comme le dit un peu Dan, que ça ne va pas résoudre au fond le problème de gouvernance, qui est le réel problème auquel on fait face? Votre dernier mot exactement, parce qu'on a vraiment fini. Tout dépendra du cahier de charge qu'apportera tout un chacun pour ce dialogue. Hein. Et aussi... Tout en sachant que c'est des gens frustrés. Quant à cette question-là, donc il y a aussi un élément de précision à apporter. Le président de la République qui part déjà favorable pour le dialogue, mais qui pense que ce dialogue ne devrait pas être une lessiveuse. Vous comprenez? Parce qu'il met des conditions, il pense que ceux qui ont eu à toucher les armes ne peuvent pas. Un peu comme le revendique de Dr Mukwege. Ce qui renvoie à la prise en compte d'une justice transitionnelle. Donc, ceux qui ont eu à poser des actes criminels, les actes qui ont fâché la République devraient répondre de leurs actes. Et puis voilà, ça c'est un fait. Mais maintenant, moi je me dis... Là, il faudra ouvrir la parenthèse grande parce que dedans, il faut mettre les détourneurs. Il faut mettre ceux qui ont mal géré. J'étais en train, malheureusement, vous savez, aujourd'hui, entre guillemets, hein, vous avez ceux qui estimeraient qu'il y a une tendance de ceux qu'on doit considérer des grands politiques et des petits politiques. J'étais sidéré. On a ramené ces débats-là un peu. Moi, j'étais sidéré de voir un homme politique sur un plateau de télé qui pour ne pas, n'est-ce pas, citer son nom, qui n'est pas le moindre, entre guillemets, qui se met à distiller de n'importe quoi, permettez-moi, parce qu'il vous dit, écoutez, au sein de l'AFCM 23, tout le monde n'est pas criminel, tout le monde n'est pas sanguinaire. Et parce qu'au sein de l'AFCM 23, ceux qui peuvent être considérés comme des criminels sont ceux-là que les États-Unis ont eu à sanctionner. Mais c'est d'une grande aberration. Quand on adhère à un mouvement, on n'adhère pas chez l'individu, on adhère dans l'idéologie. C'est-à-dire tous ceux qui sont au sein de l'AFCM 23 ont adhéré à quoi? À l'idéologie, à ce qu'on leur a présenté comme étant l'idéal qui fonde ces mouvements. Mais maintenant, quand vous dites qu'on doit trier plutôt d'entre ce genre, ceux qui vont entrer pour répondre à la question de l'inclusivité, mais ça c'est malade. Moi je me dis que je suis d'accord avec le président de la République d'un dialogue, mais lequel dialogue ne devait pas être une lessiveuse, c'est-à-dire les gens qui ont touché le sang de Congolais, ils viennent, donc, ils sont lavés. Donc en ce moment-là, ça va pas aider parce que les mêmes causes reproduisant de mêmes effets, nous allons nous retrouver dans la même situation que celle qu'on est en train de traverser. Donc aujourd'hui, je chute pour dire que je suis d'accord avec la visée faisant trait au changement de la Constitution, mais ces changements de la Constitution ne devaient pas être vus comme le voit le turiféreur, parce qu'il y a des turiféreurs, des gens qui passent pour se faire plaire au président de la République, question de gagner la confiance, machin, mais ces changements devaient être un changement qui doit s'adapter à la réalité, régler les questions qui fâchent pour protéger Tshisekedi ou soit donner de béquilles au président de la République. Là, je ne serais pas d'accord avec ce changement de la Constitution. Merci beaucoup, cher Guy Youma. Maître Eric aussi, on est en train de finir ton dernier mot. Moi, je vais te dire, moi, je ne crois pas au dialogue. Si je dois donner mon avis, je ne crois pas au dialogue pour deux raisons. D'abord, à mon avis, les acteurs n'ont pas changé. Et deuxièmement, ils n'ont aucune volonté à la justice sociale, comme le dirait... comme l'a dit Guy, je croirais si on avait une volonté à la justice. Mais si on ouvre la porte de la justice, ça veut dire qu'il faudra la question électorale dont fait les révélations Corneille Nangaa, il faudra revenir dessus. La question de la bonne gouvernance avec tous les détournements et tout ça, il faudra revenir dessus. La question des crimes, des guerres et crimes contre... Tout le monde sera finalement devant la justice. Tu as tort de ne pas croire au dialogue. Allez-y. Quand on aime, on ne compte pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens ont peur de se parler. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais ils se sont parlé. On a tous fustigé Dan ici. l'a dit, ils se sont parlé autant de fois. Donc, c'est comme si toi, tu dis à ta femme, je t'ai dit, je t'aime le jour de notre mariage. C'est fini, tu ne parles plus.
Mais on renouvelle les vœux. Même à l'église, on va à l'église chaque dimanche. Et puis de temps en temps, il y a séminaire. Toi, tu vas dire, oh non, j'étais allé à l'église, au séminaire il y a 6 mois. Non, il y a une crise. On se parle, on trouve des méthodes. Nous sommes une démocratie fragile. On peut critiquer la compétence, on peut critiquer certaines choses, mais nous n'avons que ce pays. Le pouvoir actuel, l'UDPS, ils ne sont pas les seuls qui aiment ce pays. Moi, je pense qu'il y a des gens très responsables, très raisonnables, qui appellent au dialogue. Ce n'est pas pour rien. Vous avez cité des choses très graves. On doit se regarder dans les yeux. On doit parler. Moi, j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on va entrer dans un cycle où il n'y aura plus d'élections, où il faut réviser la Constitution, en tout cas de ces articles très importants. Non. Mais ça ne remet même pas en cause le pouvoir du chef de l'État. C'est très différent de 2001. Les institutions ne vont pas être à l'arrêt. Le gouvernement va continuer à travailler. Mais c'est une question éminemment politique. Et pour moi, il faut quand on est un chef responsable, il faut faire attention aux sensibilités. Il y a des signaux très alarmants dans notre pays. Très alarmants. Et je pense qu'on gagnerait à laisser respirer la démocratie avec un dialogue. Tout le monde, je le répète, ce sera le moment de la fin, tout le monde appelle au dialogue. L'Église catholique, le CENSA, les Américains appellent au dialogue. Tout le monde appelle au dialogue. Dialoguant, ça ne remet pas en cause le pouvoir du chef de l'État. Ça ne remet Nous ne devons pas avoir peur. Allons ensemble, le pays et à tout le monde. Si la vérité est dans les lèvres de tout le monde, c'est le peuple qui gagne. Merci beaucoup, Maître Eric. Je crois que c'est en ces mots-là qu'on conclut l'émission. Dan, tu as eu ton dernier mot. Oui, c'est bon. Aucun problème. Aucun problème, c'est bon. J'ai encore des choses à dire. Allez-y, en une minute. Ton dernier mot. Non, j'ai pas le temps d'une minute. Essayez de dire quelque chose en une minute, comme ça on va conclure. En une minute, oui, le dialogue, si la vérité est dans les bouches de tous, c'est le peuple qui gagne, mais j'aimerais dire que la vérité est aussi dans le temps, dans la patience et surtout dans l'intelligence qu'on met à pouvoir s'écouter et à comprendre que le développement de ce pays passera non seulement par l'unité et l'union de ses forces, de ses fils et de ses forces vives, mais aussi par un dialogue qui ne s'inscrit pas juste dans un cadre extraordinaire, mais qui reste permanent. Merci beaucoup, c'est en ces mots-là qu'on va conclure cette émission, mesdames, messieurs. C'était Info du Week-end. J'ai le plaisir d'avoir 3 cerveaux sur ce plateau. Guillaume, qui est un rédacteur en chef chez Bossolo Télévision, un confrère. Merci d'être venu. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Non. Tu reviendras de temps en temps. Merci en tout cas de toutes tes contributions. Dan Chibangu, politologue et enseignant à l'université. Vous êtes là, en 3e cycle, vous faites quoi? Le droit? Droit, DES en droit. DS en droit, étudiant en DS en droit public. Ça fait déjà 2 fois que vous participez à l'émission. Je crois qu'on doit s'habituer avec vous. Et Maître Eric, qui était un avocat d'affaires, de profession. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci à vous qui avez donné de votre temps pour suivre cette émission. Merci surtout du retour de la dernière émission. Continuez à suivre Info du Week-end. C'est quand même ces petits moments qu'on consacre comme ça à la réflexion autour des questions importantes sur la vie nationale pour pouvoir vous aider en effet à comprendre comment est-ce que l'actualité fonctionne. J'ai eu le plaisir de conduire ces débats. Je l'aurai encore pour conduire le prochain débat. S'ils ne peuvent pas revenir, d'autres viendront pour vous servir. Merci en tout cas, partagez cette émission. Merci à l'équipe technique et merci aux responsables de la chaîne Kongomani Télévision qui nous permet en effet de rentrer en contact avec vous. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve le vendredi prochain. En attendant, que la peur quitte nos esprits, comme on dit. Au revoir. Belle émission quand même, malgré